Bon, moi je suis Alice Bordessou, je suis un des médecins des soins intensifs pédiatriques à l'hôpital de Genève et je vais vous faire un cours sur l'interaction cardio-pulmonaire qui est vraiment un sujet très intéressant. L'idée, je vais vous poser des questions, donc je sais que c'est pas évident d'interagir par Zoom, mais n'hésitez pas à mettre quelques caméras quand vous répondez aux questions. Voilà, je vous remercie pour ça. Donc on va s'intéresser tout d'abord au rappel physiologique pédiatrique. C'est toujours intéressant un peu de revoir ces choses-là, surtout dans la prise en charge des cardiopathies congénitales néonatales. Donc le rappel physiologique au niveau que ça soit au système pulmonaire et cardiovasculaire. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet en distinguant en fait l'effet de la ventilation spontanée sur le système cardiovasculaire, l'effet de la ventilation mécanique à pression positive donc sur le système cardiovasculaire. On va différencier le cœur droit et le cœur gauche. On va regarder les interactions et les interdépendances ventriculaires. Et enfin, à l'inverse, quels sont les effets du système cardiovasculaire potentiellement sur le système pulmonaire. Et on va illustrer à la fin des exemples d'équilibre QP-QS. Donc, si on si on regarde cette physiologie à la naissance de ce myocarde, là, on ne parle pas d'enfant prématuré, hein, on parle juste d'un enfant nouveau-né à la naissance. Il faut vraiment garder en tête qu'il existe cette immaturité du myocarde, que ça soit en quantité ou en qualité. Le ventricule droit a la même masse, hein, que ça soit ventricule droit ou ventricule gauche. Il y a en fait beaucoup d'éléments non contractiles et puis des myocytes qui sont pas encore tout à fait une architecture qui est encore assez aléatoire. Et un autre point qui est important, c'est le stockage du calcium, donc dans le réticulum sarcoplasmique, qui se fait pas très bien vu que cette, euh, cette cave, finalement, ce stockage, il peut développer donc une faible capacité de stockage et puis les récepteurs bêta sont peu développés. Donc un myocarde finalement qui a une mauvaise compliance, il n'est pas capable de faire beaucoup de, il n'est pas capable d'augmenter tellement son volume d'éjection, et il va compenser finalement par une augmentation de la fréquence cardiaque à cause de ce myocarde qui n'est pas très compliant à la phase initiale. Une immaturité également du système nerveux sympathique, ça c'est des choses qu'on connaît un peu plus, avec évidemment ce tonus vagal très marqué, on devient hypoxique tout de suite, on a une bradycardie, que ça soit donc, lors de l'hypoxie, je viens de le dire, lors d'une laryngo par exemple, immature également des barreaux et des chémorécepteurs. Donc tout ça, ça a quoi comme conséquence? Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que ce débit cardiaque dans ces phases initiales et surtout euh, dépendante de cette fréquence cardiaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le patient bradycardise, il y a une diminution claire du débit cardiaque, ce qui n'est pas forcément le cas chez l'enfant plus grand, où comme on disait, hein, on a une adaptation, on est capable de générer plus de volume d'éjection. C'est pas le cas ici. Donc une fonction systolique qui est d'emblée assez maximale, hein. La contraction du muscle, elle est faible et puis d'emblée maximale. Une fonction diastolique qui est également diminuée, hein. On a vu qu'il y a une proportion importante de ces fibres de collagène, donc la distensibilité, elle est assez médiocre. Donc on garde en tête que cette chirurgie néonatale, de base, la compliance de notre ventricule, elle n'est pas très bonne. Euh, L'adaptation, ça c'est une courbe de Starling chez les nouveau-nés où on voit hein, très bien que euh, très vite, avec un petit peu de remplissage, on atteint le débit maximum. On perd un petit peu, on a peu de distensibilité. Il faut savoir qu'il y a des mécanismes d'adaptation, évidemment, dans les premières semaines de vie. Adaptation du ventricule gauche qui se devient plus musculeux hein, dans les premières semaines. Une fonction diastolique qui sera
optimale dans les 3 mois et puis, les 2 ventricules vont chacun se développer de façon différenciée. Ça, c'est une autre notion très importante, hein, le ventricule gauche qui va éjecter donc il doit, lui, apporter du sang partout dans l'organisme, du cerveau jusqu'aux pieds. Donc, il a besoin d'être une pompe très active, très efficace. C'est un ventricule qui est très contractile. Tandis que le ventricule droit, lui, il n'est pas très stressé. Il doit juste éjecter au niveau du poumon et puis ça s'arrête là. Donc, un régime de pression bien moindre. Donc, peu contractile. Et lui, par contre, il est beaucoup plus compliant, c'est une sorte de poche un peu souple qui se distend. Donc, qu'est-ce qu'on garde en tête? Que le débit dans cette phase-là va dépendre de la fréquence cardiaque, que le Starling est assez vite limité par cette compliance qui est basse, une réponse aux catécholamines qui va être diminuée, pré-post-charge, une certaine sensibilité, et puis une interdépendance augmentée des ventricules du fait de cette mauvaise compliance. Ça, c'est un cas pratique. Donc, il s'agit d'un patient de 7 jours de vie qui a bénéficié d'un switch artériel. Et puis, il a une fréquence cardiaque à 105 par minute, une pression artérielle moyenne à 40 mm de mercure et une SVO2 à 50%. Alors ça, c'est vous qui allez me dire, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content dans une situation comme ça? C'est à vous de parler, hein. On pourrait optimiser un petit peu la fréquence cardiaque. Bonjour. Bonjour. Ouais, on pourrait optimiser la fréquence cardiaque. Donc déjà, à ton avis, après ça dépend un petit peu des services, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que notre patient il soit aussi lent comme ça? Probablement, bah, s'il vient juste d'être opéré d'un switch à 7 jours de vie, il doit être encore intubé sous sédation. Alors oui, alors il n'était pas intubé, mais c'était une problématique de sédation. Et puis quelle sédation nous impacte pas mal sur la fréquence cardiaque? Ben, rien que si on utilise de la clonidine ou de la dexmédetomidine, ça ralentit la fréquence cardiaque, puis particulièrement, ça peut avoir aussi un impact sur la pression artérielle chez les nouveau-nés. Et c'est Euh, exactement ça, ouais. Donc là, c'est un patient, nous on utilisait énormément de Dexmed, donc ça c'était un patient qui était imprégné en Dexmed. Et puis pourquoi on se dit que c'est finalement ça impacte ce patient? Pourquoi tu te dis il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur cette fréquence cardiaque? Ben parce qu'on voit que l'impact que ça a, c'est que la SVO2, elle est pas dramatiquement basse, mais elle pourrait être meilleure. Et on sait que un nouveau-né, ça vit essentiellement sur sa fréquence cardiaque, et donc on aimerait plutôt l'avoir sur au minimum 130, mais moi j'aimerais les avoir à 140 dans ce Et cadre-là. puis tu ferais quoi chez un patient, chez ce patient-là par exemple? Enfin, je devrais encore avoir à ma disposition des fils de pacemaker, je le pèserai en AI à 140. Ouais. Tout à fait. En fait, c'était un patient qui était sous Dexmed à des quantités assez généreuses. Et puis, c'est exactement ce que tu disais, une fréquence cardiaque qui est trop basse pour son âge, comme on vient d'expliquer. Résultat des courses, on a quand même une SVO2 qui est inadéquate à 50%. Et donc, après, si le même patient, il a 70 d'SVO2, on vit très bien avec. Mais là, on voit qu'il y avait un impact. Donc, une des choses qu'on pouvait faire, plutôt que utiliser de l'adrénaline pour accélérer, qui va augmenter sa consommation en oxygène, on utilise simplement le pacemaker. Un autre point, c'est sûr, ça c'était tout ce qui était physiologie un peu néonatale, cardiaque. Maintenant, au niveau respiratoire, c'est également important de connaître ces spécificités-là. Donc, un certain niveau d'immaturité thoraco-pulmonaire, avec une compliance du thorax qui est bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thorax, il est très souple. Quand on fait un massage cardiaque d'un nouveau-né, on se rend bien compte que c'est assez dépressible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment dépressible. On va pas très peu de chances de casser des côtes, à la différence des adultes. La compliance du pulmonaire qui est plutôt basse. On a également des déficits du surfactant, des résistances qui sont augmentées, et puis du fait des voies aériennes, donc une CRF qui est basse, et donc on est très à risque d'atelectasie. Un autre point qui est aussi important, c'est la connaissance de l'immaturité du diaphragme, hein. On voit quand on regarde prématurité, terme, 2 ans, bah, ces fibres musculaires du diaphragme
se développe au fur et à mesure du temps. Donc cette force diaphragmatique, elle est assez faible chez ces nouveau-nés et une immaturité également centrale, que ce soit sur les apnées centrales. On peut avoir également une problématique d'apnée obstructive. Parallèlement à ça, on a un besoin en oxygène qui est très élevé lié à la croissance. Donc on a deux forces en opposition. Juste, j'essaie de décaler mon truc. On a deux forces en opposition au repos, cette force élastique du poumon, qui est la force de retour. Ça reflète la tendance naturelle de la rétraction du poumon, qui est balancée normalement par une force de retour élastique de la cage thoracique, cette cage thoracique donc qui se tient et qui permet du haut ligament, qui permet de faire finalement un peu contrepoids à ce poumon qui a tendance à tomber à l'intérieur. À la période néonatale, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on a une sorte de collapsus pulmonaire avec ce poumon qui a vraiment tendance à tomber à l'intérieur et ce thorax qui est trop souple pour faire ce contrepoids. Donc, il y a un déséquilibre, donc un collapsus du poumon, une atéectasie potentielle, une fatigabilité respiratoire. Et puis on sait qu'il y a des mécanismes de compensation, hein. L'enfant nouveau-né a des fréquences respiratoires qui vont être extrêmement élevées potentiellement. Ça, c'est le mécanisme qu'on connaît le mieux. Il y a également, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve quand même intéressant à connaître, c'est ce qu'on appelle l'activité post-inspiratoire du diaphragme. Le diaphragme, on sait que c'est un muscle plutôt inspiratoire. Ben là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à l'expiration, il travaille ce diaphragme. Ça, c'est pour ceux qui utilisent la NAVA. C'est donc une courbe d'activité électrique du diaphragme. Donc, on voit ce diaphragme qui, normalement, devrait revenir à zéro à l'expiration. Il reste un peu élevé. Donc, il y a une activité tonique, justement, pour éviter cette fatigabilité. Enfin, ce collapsus pulmonaire. Et enfin, la dernière mécanisme, c'est ce qu'on appelle la limitation du diamètre laryngé, hein. On essaie de maintenir comme ça une certaine paix. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, donc physiologie des interactions cardio-pulmonaires, on va s'intéresser d'abord sur que fait la ventilation spontanée sur ce système cardiovasculaire. Évidemment, la grande différence, c'est la ventilation, le mode de régime, à l'inspiration et à l'expiration, à pression négative versus en ventilation mécanique, où on est toujours en pression positive. Enfin, on peut faire de la ventilation mécanique en pression négative, on le verra, mais c'est quand même beaucoup plus anecdotique. Et puis, on va différencier, on va d'abord s'intéresser au cœur droit. Très bien, ça marche plus. Ok. Donc, toujours au repos, on a dit, on a des forces élastiques du poumon qui s'équilibrent avec la force élastique de la cage thoracique, une pression alvéolaire qui est égale à la pression atmosphérique. Donc, au repos, l'air ne circule pas dans l'arbre bronchique. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en termes de retour veineux, donc qu'est-ce que c'est ce retour veineux? C'est une différence, hein, c'est la loi de Poiseuille classique, le débit c'est un delta P sur des résistances. Euh, cette pression systémique moyenne, donc qui correspond finalement à cette pression motrice, cette pression systémique moyenne, donc des veines qui sont extrathoraciques, donc là on est dans l'espace sous-diaphragmatique, puis c'est la pression motrice moins une certaine pression de frein qui correspond à la pression dans l'oreillette droite. Donc si on s'intéresse d'abord à la pression motrice, elle va dépendre de quoi? Donc de ce débit sanguin qui est dans le volume contraint, le tonus vasculaire, mais qui est peu important puisqu'on est du côté veineux, et puis va dépendre également du réservoir splanchnique, c'est-à-dire de tout ce qui est volume non contraint. On va voir, c'est notre réserve de remplissage. Donc c'est cette pression motrice moins cette pression de frein à vaincre, et cette pression de frein étant la pression dans l'oreillette droite qui va changer en parallèle avec la pression qui l'entoure, donc à savoir la pression pleurale. Et puis les résistances elles sont basses, on est dans un système du côté veineux.
Ça, c'est juste, c'est toujours intéressant, je trouve, le côté physiologique. Ça nous permet de juste revoir le réservoir du volume sanguin, hein. Il est essentiellement compris dans le système veineux, hein. Au niveau artériel, finalement, il y a assez peu de sang et toute notre réserve, elle est du côté veineux. On a ce qu'on appelle le volume contraint, donc c'est lui qui génère la pression veineuse. Et puis, il y a tout ce qui correspond au volume non contraint. Donc ce volume qui est rempli des vaisseaux ouverts sans générer de pression, c'est tout ce qu'on retrouve au niveau splanchnique par exemple. Et puis c'est tout ce réservoir qu'on est capable de mobiliser quand on a un problème de remplissage. Euh, Ça, c'est assez intéressant de voir recrutement de ce volume contraint sur un sujet animal. Quand on a par exemple un choc hémorragique, on a une stimulation sympathique de l'animal à l'homme. Si on extrapole, on est capable d'aller recruter presque 1 litre dans notre réservoir. Mais donc c'est un peu toutes les discussions sur est-ce que je mets de la noradré sur un choc hémorragique ou pas. Effectivement, ces phénomènes-là sont déjà effectués par notre organisme. Ensuite, l'autre chose, c'est comment on peut optimiser donc ce retour veineux. Ça, c'est la base, et donc on améliore notre remplissage. Le vasoconstricteur par notre tonus sympathique ou par l'inotropie qui nous fait baisser notre pression de l'oreillette droite. Donc, la place des vasopresseurs, quelle est-elle dans ces chocs hémorragiques hypovolémiques? C'est uniquement à la phase euh, où on est vraiment sur un choc très dépassé, où on peut juste céder pour aller récupérer un petit peu de ce, euh, de ce réservoir qui permet d'éviter une surcharge. Mais le message reste quand même qu'évidemment, c'est des mécanismes qui sont déjà mis en place par l'organisme et qu'on le met tout en bas d'algorithme et que la prise en charge initiale, c'est évidemment un remplissage actif. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc qu'est-ce qui se passe en ventilation spontanée? J'ai une pression pleurale qui devient négative, forcément, hein. J'ai l'air, pour que l'air puisse rentrer, il faut une dépression. Donc, ça fait baisser ma pression dans mon oreillette droite. Donc, cette pression de frein va être moins importante. Et puis, ma pression motrice, elle va augmenter. Pourquoi? Parce que je vais avoir mon diaphragme qui va baisser. Donc, ça va me permettre d'augmenter ce retour veineux et donc ma précharge. Après, il y a un mécanisme qui est assez intéressant. Il y a quand même un moment donné, il y a ce mécanisme est limité par ce qu'on appelle collapsibilité des veines, c'est-à-dire qu'on a un collapsus de la veine cave inférieure sous-diaphragmatique. Quand cette pression intra-abdominale, elle est trop importante, et puis ça permet en fait d'éviter une surcharge brutale au niveau du ventricule droit. Ensuite, donc ça, c'était tout ce qui correspondait à la retour veineux, donc un peu la précharge. Maintenant, que se passe-t-il sur la post-charge? Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Déjà, c'est vous qui allez me donner la définition de la post-charge. C'est quoi pour vous la post-charge? Il faut que quelqu'un parle, hein. Vous pouvez dire n'importe quoi, même des bêtises, sans écran, je vous vois pas. C'est ce contre quoi le VG doit pousser. Exactement. En fait, souvent on me parle de résistance augmentée, c'est pas que ça. Ouais, voilà, résistance à l'éjection. Alors, c'est juste, hein, évidemment, j'augmente ma résistance, je vais augmenter ma post-charge. Mais ce qu'il faut essayer de garder en tête, c'est vraiment la contrainte. C'est l'ensemble de facteurs qui contribuent à créer une certaine contrainte sur cette paroi ventriculaire pendant la contraction. Puis ça, c'est quelque chose de très important. Si on illustre là, on est donc là, c'est l'espace. Vous voyez ma flèche? Oui, Ok. Donc ça, c'est l'espace intra-thoracique. Ça, c'est mon ventricule gauche qui doit générer, qui doit faire un certain travail pour aller éjecter dans l'aorte. Et puis, pour simplifier les choses, on peut dire que la PTM, c'est la pression transmurale. On peut dire que c'est finalement non pas le work of breathing, mais le travail de ce ventricule gauche qui doit générer pour
éjecter dans cette aorte. Là, on fait, c'est 100 moins ce qui l'entoure, donc un PTM à 100. Ça, évidemment, c'est des valeurs adultes. Et puis ça, pour moi, c'est un message hyper important. Voyez ce petit ventricule gauche là, si il a une pression intrathoracique de moins 25, ça veut dire quoi une pression intrathoracique de moins 25? Ça veut dire un travail respiratoire énorme. Et ben ce ventricule gauche, il doit travailler encore plus fort. C'est ce que j'illustre là, hein. Vous travaillez mais contre une résistance. Il doit encore plus travailler. À l'inverse, ce ventricule gauche, on l'aide avec une pression intrathoracique positive, ben, il y a une partie du travail qui est fait, donc il a moins à travailler. Ça, c'est une façon de l'illustrer. Donc, ventilation spontanée sur une post-charge du ventricule gauche, c'est un travail physiologique qui avait été fait. Donc, des manœuvres de Müller, ça correspond c'est l'inverse du Valsalva. On est capable de générer un moins 20 ou moins 40 de pression intrathoracique. Et puis, quelles sont les conséquences finalement? Donc là, la pression œsophagienne, on voit, hein, donc de base, et puis elle devient négative à moins 20, et puis ensuite à moins 40. Ça, c'est pendant 5 battements cardiaques. Et puis, que se passe-t-il? On voit déjà qu'il y a un retentissement au niveau des pressions systémiques, que la pression transmurale va augmenter, donc le ventricule gauche travaille encore plus, et des conséquences en termes de débit cardiaque qui va être diminué. Alors, ça c'est un exemple, ça c'est un patient qui vient d'être extubé. Ce patient-là, en pratique, personne m'en avait parlé. Il avait un gaz du sang normal, des lactates normaux, tout allait bien. Puis c'était une pathologie du cœur gauche. Ah putain, mes vidéos passent pas. Excusez-moi, j'essaie de vous trouver la vidéo. Bon, on va faire sans, c'est pas très grave. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'était un patient qui avait un gros travail respiratoire. Malgré le fait qu'il y ait des gaz du sang normaux et des lactates normaux, c'est un patient qu'il fallait qu'on aide plus, et c'est vous qui va me dire comment on va aider plus. Et puis c'est la même chose si le patient il est intubé, même s'il est en pression positive, mais qui génère un gros travail respiratoire. Parfois les patients ils sont pas assez assistés. À partir du moment où ils génèrent des pressions intrathoraciques négatives, on va avoir un retentissement sur ce ventricule gauche avec une augmentation de la post-charge et une augmentation donc de cette contrainte. Une autre façon de le dire, ça je trouvais ça vraiment super joli, c'était chez un papier adulte, c'était le test de sevrage sur un cœur défaillant adulte et puis regardez la pression œsophagienne qu'on voit en bas qui témoigne hein, de la pression œsophagienne, c'est un signe, c'est un reflet de la pression pleurale, donc du travail respiratoire. Et puis en haut, on voit la pression dans l'oreillette gauche. Et on voit que le patient, il travaillait beaucoup plus au niveau de sa respiration, donc une pression œsophagienne qui faisait des swings de plus en plus importants. Et la conséquence directe sur la POG, c'est qu'elle a augmenté de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmentait la post-charge de notre ventricule gauche, sur notre ventricule gauche, et il y avait même une conséquence qui se traduisait par un OAP. Un autre exemple pratique, c'est quelle est la conséquence d'une problématique respiratoire sur un système cardiovasculaire. Ça, je trouve ça un autre exemple intéressant. C'est l'œdème à pression négative. Là, on voit un patient avec la glotte bien, les cordes vocales bien ouvertes. Il se passe rien. Et puis là, c'est le laryngospasme ou on va dire l'exemple du laryngospasme. Peut-on faire le... J'ai pas revu. Quelle est la question? On m'a envoyé un message. J'ai pas entendu. Le diagnostic de Le diagnostic de... WIPO, d'œdème pulmonaire.
L'œdème pulmonaire, ben, ce qui va se traduire en fait, les sécrétions mousseuses, ça se verra Non, mais en vraiment. particulier le dosage des protéines Ouais. et l'augmentation de la concentration en hémoglobine. Est-ce que ça fonctionne? Et à partir de quel âge? Ça, c'est effectivement, nous, c'est pas des choses que l'on va faire. Là, typiquement, sur le patient que je vous ai montré, ça sera vraiment sur de la clinique avec un patient qui aura un plus gros travail respiratoire et puis une oxygénodépendance, mais on n'ira pas faire des tests biologiques. Donc un autre exemple, donc je vous présenter donc cet œdème à pression négative, corde vocale fermée, typiquement l'exemple du laryngospasme, des pressions qui sont très négatives, jusqu'à des -100, c'est énorme, avec des conséquences en fait au niveau des cellules endothéliales qui vont s'écarter puis qui vont créer cet œdème. Et puis ça, c'est pardon. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on voit également. Alors pourquoi ça marche plus? Je suis désolée, c'est plus fluide, hein, normalement. On va faire comme ça. Laryngospasme ou lors d'un drainage thoracique où on va évacuer beaucoup de liquide d'un coup, c'est quelque chose qui peut avoir lieu également. Maintenant, si on s'intéresse au cœur gauche, en ventilation mécanique, on a dit qu'on mettait une pression positive sur ce... pardon. Là, on était retour veineux, ouais, effet de la ventilation mécanique sur le système cardiovasculaire et maintenant sur le cœur droit, donc pression positive, qu'est-ce qui va se passer? On augmente la pression alvéolaire, la pression pleurale. Donc cette pression de frein, finalement, elle va être plus importante. Et puis, ça va donc diminuer le retour veineux avec un obstacle. Même si on a une certaine pression motrice, on va avoir une diminution de ce retour veineux. C'est une autre façon de le dire. Là, on voit le retour veineux et puis cette pression dans l'oreillette droite. Et plus la pression dans l'oreillette droite est importante, plus il y a une diminution de ce retour veineux. Ça, en pratique, ah ben celle-là, elle marche pas très bien. Ici, c'est une ventilation mécanique à donc pression positive chez un patient qui a un fontan. Il revenait du bloc, il a des lactates qui commencent à être élevés. Et puis à l'échographie, vous en pensez quoi, vous? Les valves sont normales, ça se contracte comme ça. Ça pourrait être quoi le problème? J'ai vu Julien et Tiffaine, donc je vais demander le VG dilaté. Alors, c'est peut-être nos images qui sont pas bonnes. En fait, la fonction a été quand même conservée et il n'était pas dilaté. Donc, c'était pas un problème de pompe, c'était pas un problème de valve, mais le lactate vraiment, il est augmenté, hein. Vu qu'on fait les interactions cardio-pulmonaires, hyperdébit pulmonaire, non. Là, on est vraiment sur le fontan. J'ai pas vu la dernier commentaire. Précharge insuffisante. Alors, je suis d'accord avec vous, faut toujours se poser la question un petit peu. Quand on a un fontan qui dysfonctionne, est-ce que j'ai un problème de post-charge? Est-ce que j'ai un problème de pompe? Est-ce que j'ai un problème de valve? Est-ce que j'ai un problème de précharge? Et puis nous, là, on va quand même regarder tout ce qui correspond aux interactions cardio-pulmonaires. Ici, si j'ai une pression positive un peu trop généreuse, où je fais pas attention, ou surtout si je ne maintiens pas le drive respiratoire de mon patient, je l'endors beaucoup trop, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui va se passer à ce niveau-là. Donc, je vais vraiment créer un obstacle sur mon retour veineux, hein. On se rappelle que le retour veineux est complètement passif, hein. J'ai un ventricule unique et là, j'ai un retour veineux passif. Cliniquement, ça va se traduire comment? Donc j'ai dit déjà, j'ai mes lactates qui augmentent. Donc j'ai des signes de bas débit. Si je mets 30 de pression de crête sur un fontan, cliniquement, il va se passer quoi? Il va être marbré, une potentielle.
Ouais, donc ça, c'est la conséquence. Après, là, j'ai plus de débit. Mais en amont, il va se passer quoi? Et de ce côté-là? Patomégalie, augmentation. Tout à fait. Donc là, je vais avoir l'hépatomégalies, je l'ai entendu. Donc le syndrome Vencave-Sup, ça c'est vraiment quelque chose à bien dire quand on est au lit du malade, à l'infirmière, de surveiller. Attention, si on a un problème qui n'est pas que un problème lié à la ventilation mécanique, c'est un problème de dysfonction de mon montage ou une post-charge trop élevée, je vais avoir un syndrome Vencave-Sup du fait de ces pressions qui sont trop élevées à ce niveau-là, parce que ça ne coule pas en fait. On fait vraiment un obstacle à l'écoulement passif du sang avec notre pression positive. L'autre chose, je l'ai entendu, on va avoir une stase veineuse, donc une pression hydrostatique qui va augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais avoir des épanchements pleuraux, je peux même avoir un chylothorax. Et la conséquence de tout ça, c'est comme j'ai finalement pas assez de précharge, hein, mon sang il n'arrive pas à venir dans mon ventricule unique, et ben je vais avoir une conséquence de bas débit cardiaque. Donc le message fort, c'est qu'il faut maintenir, parfois on peut pas toujours les extuber, mais au moins maintenir une ventilation spontanée. Ici, c'est un exemple en pratique, un Fontan et la ventilation spontanée. On voit le changement de débit pulmonaire lors de la ventilation spontanée. Donc là, à l'inspiration, on a un joli débit. À l'expiration, on a une diminution du débit. Lorsqu'on met une manœuvre de Valsalva, donc une pression positive, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un backflow. Puis également une conséquence quand on regarde la cavité du ventricule unique lors d'un Valsalva, eh ben, cette cavité va diminuer par diminution du débit pulmonaire. Et puis, il y a même des centres qui se sont intéressés à ventiler à pression négative ces fontans. Et le conséquence en termes de débit, eh bien, on voit qu'en termes de débit pulmonaire, lorsqu'on est en pression positive versus pression négative, on gagne du débit et également, donc là, du débit pulmonaire et donc également du débit global, que ça soit chez les convalescents ou en la phase aiguë. Donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est des cuirasses. Alors tout le monde le fait pas, mais voilà, c'était juste intéressant pour illustrer le propos d'un point de vue physiologique. Maintenant, si on s'intéresse à la post-charge, effet de la ventilation mécanique sur le cœur droit, il faut revenir donc déjà à la physiopathologie. Donc l'influence mécanique, on a deux types de vaisseaux pulmonaires. On a des gros vaisseaux, PEP et Fontan. Alors, effectivement, il n'est pas interdit de mettre une certaine PEP. Nous, on met des 5 de PEP sans problème. De toute façon, ce qu'il faut chez un Fontan, c'est l'extuber le plus rapidement possible. Et si jamais, pour X ou Y raison, il doit rester intubé parce qu'il est très malade de son poumon ou X ou Y raison, c'est OK de lui mettre une PEP, mais il faut faire quand même très très attention, surtout par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est possible d'en mettre une, parce que si on n'en met pas du tout et qu'il s'atelectasie, ben, on aura tout perdu. En revanche, faut maintenir un drive respiratoire. Donc les vaisseaux, donc on a les gros vaisseaux, les vaisseaux de gros calibre qui sont soumis aux pressions interstitielles, à pression pleurale, et puis les tout petits vaisseaux qui sont en regard des alvéoles et qui vont être soumis aux pressions alvéolaires. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que lorsque ce volume pulmonaire a effectivement un effet opposé sur les deux types de vaisseaux, mais ce qu'il faut quand même regarder, c'est que quand on a un volume pulmonaire, donc là vous avez le volume pulmonaire et les résistances, et quand on a un volume pulmonaire qui est trop important, on va entraîner une augmentation de la résistance par mécanisme direct, par compression en fait de ce volume pulmonaire directement sur les vaisseaux. Après, donc là, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle. On voit que c'est le volume minimum qui permet d'avoir peu de résistance. Mais il y a cette partie-là qui est quand même intéressante. Même, je vous ai dit, il y a ce côté mécanique hein, qui fait que j'ai beaucoup de volume, je vais écraser mes vaisseaux. Et puis, comment ça se fait si j'ai très peu de volume? Pourquoi là, la résistance, elle réaugmente, à votre avis? Alors qu'il n'y a plus de compression mécanique.
Comment on peut expliquer? Exactement. En fait, on a parlé de l'influence mécanique. Maintenant, il y a également tout ce qui est influence chimique. Dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe? On a une diminution du volume pulmonaire, on a donc un collapsus. Qui dit collapsus dit potentiellement hypoxie. On sait très bien que l'hypoxie, ça va entraîner, là on voit la PO2 dans l'alvéole. Plus elle baisse, plus le débit va diminuer, donc la vasoconstriction hypoxique. Et puis pareil, l'acidose respiratoire, hein, quand on a un pH qui est très acide, on augmente nos résistances également. Donc il faut se trouver dans le bon volume pulmonaire, mais si on ne supporte pas suffisamment, on risque de faire de la vasoconstriction sur l'hypoxie, de l'acidose respiratoire. Un autre point également qui est super important, c'est le cœur droit. Bah, finalement, quand on le challenge, lui, on a dit le cœur droit, c'est une poche un peu souple, qui a pas trop l'habitude d'éjecter enfin, il éjecte dans un système de pression qui est plutôt bas. Donc lui, si on lui augmente sa post-charge énormément, il se met à plat très vite, à l'inverse d'un ventricule gauche où il est capable de résister beaucoup plus à la contrainte. Et puis, dans quel cas, finalement, on est très inquiet ou on va augmenter la post-charge du ventricule droit de façon très, très importante, au-delà de la ventilation mécanique, mais dans quelle pathologie? Allô? Alors, ça sera pas le falot, ça sera, j'ai enlevé la diapo, c'est dommage, ça sera dans la crise d'HTAP, hein, la grosse CIV un peu tardive qu'on opère. Nous, on a pas mal d'enfants Terre des hommes, ils viennent avec des CIV qui se font opérer parfois à 3 ans, 4 ans. Donc ils sont très à risque de réactivité pulmonaire, donc grosse crise d'HTAP et ce ventricule droit, dessous, il peut se mettre complètement à plat parce qu'on augmente sa post-charge de façon très importante. Et puis pourquoi j'insiste sur le fait qu'un cœur droit, il a peu de résistance par rapport à un cœur gauche, c'est quand vous avez un arrêt cardiaque sur une crise d'HTAP, très souvent, ça ne repart pas parce que les VD, ils n'ont pas ils ont pas de ces propriétés musculaires comme le ventricule gauche. Donc, en général, dès qu'il s'arrête, il faut quand même assez vite penser à l'ECMO. Un autre exemple pratique, c'était sur le falot. On voit hein, l'effet de la ventilation mécanique à pression positive sur une tétralogie de falot en post-op. Ben là, on voit la courbe du respirateur. Et puis quand on pousse, il y a une diminution du débit. Ça va passer. Un autre exemple pratique, c'est ce qu'on appelle, pour illustrer hein, ces interactions cardiopulmonaires, ces collapsus de reventilation. Qu'est-ce que c'est? C'est une diminution de la pression artérielle lors de la mise en route de cette ventilation mécanique. On l'a dit, il y a une diminution du retour veineux parce que la pression de frein est plus importante. En plus, on augmente la post-charge du ventricule droit. Pour peu que, par les résistances, pour peu qu'on ait utilisé des agents sympatholytiques, que la capnie a été corrigée trop rapidement, donc on perd le drive adrénergique, qu'il soit hypovolémique et en plus que ça soit un asthmatique aigu avec une pression intrathoracique très positive sur la PEP intrinsèque, tout ça va être responsable d'une chute de la pression artérielle. Et puis comment ça s'anticipe? Ça s'anticipe avec réglage du respirateur évidemment et puis remplissage de près si jamais. Un autre exemple, c'est compromis du retour veineux par pneumothorax ou AMPIEM. Pneumothorax compressif, ça évidemment dans nos algorithmes d'arrêt cardiaque, hein, c'est des causes réversibles. Donc qu'est-ce qui se passe? On a ce déplacement du médiastin, une augmente la pression intrathoracique de façon importante, hein, même si on n'est pas le patient il est en ventilation spontanée certes par exemple, qu'il soit ventilé ou pas ventilé, en fait, la pression intrathoracique devient très importante, avec compromis du retour veineux, et puis choc qui va amener un choc, et puis on parle de choc obstructif.
En PM sous tension également, c'est des choses qui sont possibles. Ça, c'est un patient de chez nous qui avait un énorme NPM comme ça, il y a un moment donné, même si certaines pratiques sont d'être conservateurs, on a quand même une inquiétude sur la compromission de notre retour veineux. Donc si on se résume, pression pleurale qui est augmentée du fait de cette pression positive sur la ventilation mécanique, on augmente notre pression de frein, donc on diminue la précharge, le retour veineux du ventricule droit. On augmente également la post-charge du ventricule droit par augmentation de ses résistances. Et tout ça explique finalement que le débit cardiaque du côté droit va être impacté. Donc on garde en tête qu'un patient avec un cœur droit, avec au maximum le cliché étant le fontan, ben, la pression positive, ça va pas nous aider. Et donc, au mieux, on les extube, au pire, on maintient un drive respiratoire. Maintenant, on va voir la même chose de cette pression positive sur le cœur gauche. Et puis, vous allez m'expliquer pourquoi on différencie finalement cœur droit et cœur gauche. Pourquoi j'ai pas fait qu'une seule... C'est quoi la différence? Pourquoi ça sera des effets différents? Ventricule droit compliant et ventricule gauche contracté. Donc, il y a une différence dans la réaction de chaque ventricule. Alors, effectivement, on a vu qu'anatomiquement, les ventricules, ils sont différents. Amélioration, ventilation, cœur gauche. Alors oui, ça, c'est les effets. Mais pourquoi, en fait, ils sont différents? C'est que ce cœur droit, là, vous voyez, il éjecte au niveau de la circulation pulmonaire. Et puis, c'est une circulation qui est fermée. Tandis que le cœur gauche, lui, donc il va éjecter, ce ventricule gauche qui est ici, il va éjecter dans une circulation systémique qui est ouvert, qui va communiquer avec le reste des gros vaisseaux. Et donc, il n'est pas c'est pas un système fermé. Donc, quand j'augmente ma pression intrathoracique, là, je vais avoir une augmentation de mes résistances vasculaires pulmonaires. La contrainte sur un ventricule gauche, sur un ventricule droit. Par contre, sur un cœur gauche, ben, les résistances vasculaires vont pas être augmentées si j'augmente ma pression intra-thoracique. Donc, si on s'intéresse au retour veineux, qu'est-ce qui se passe? J'ai une pression positive, on a vu, je diminue mon retour veineux, je diminue ma précharge, mon ventricule gauche va se remplir, lui, donc il va y avoir un retour veineux pulmonaire provenant de la circulation pulmonaire. Donc là, il y a quand même un effet chasse. On va voir que ça a de l'importance. La pression positive qui va être exercée sur ces vaisseaux-là va faire un effet chasse. Et puis ça correspond à ce qu'on appelle le delta up de la pression artérielle systémique. Si on reprend ces fameuses variations delta pp ou delta up, delta down, donc qu'est-ce qui se passe quand on a une insufflation à pression positive? Sur le ventricule gauche, j'augmente ma précharge par l'effet chasse dont je viens de parler. Je baisse ma post-charge, on verra pourquoi. Donc finalement, j'ai plutôt un volume d'éjection qui va être plutôt satisfaisant lors de cette insufflation. On voit l'insufflation en bas, la courbe d'artère. Donc j'ai un effet up. Alors ensuite, je vais avoir les conséquences sur le ventricule droit où j'ai une diminution de ma précharge, une augmentation de ma post-charge. Ça c'est clair, je vous l'ai expliqué à l'instant. Donc j'ai un volume d'éjection qui va être diminué, un certain temps de transit, et puis finalement c'est à l'expiration où la précharge du ventricule gauche va se trouver altérée, et ça va se traduire par ce qu'on appelle le delta down. Donc ça explique bien ces variations qu'on interprète comme de l'hypovolémie, mais que dans certaines conditions. Est-ce que vous savez dans quelles conditions on peut interpréter un delta pp qui peut être pathologique, qui peut être lié à une problématique de volémie par exemple? Faut qu'il y ait des conditions bien particulières. Rythme sinusal. Hypovolémie,
Exactement. Donc, il faut que ce patient il soit très hypovolémique, mais par contre, c'est interprétable que si le patient il est effectivement rythme sinusal, j'aurais pu le rajouter, et profondément sidaté. VT 10 ml/kg également. Il y a effectivement tout un ensemble de conditions, mais une des choses vraiment importantes, c'est qu'il faut que le patient soit profondément sédaté sans avoir de drive propre, parce que là, évidemment, ça va interagir avec ces variations. Si on revient maintenant sur notre post-charge, hein, c'est important de se rappeler, post-charge, donc c'est tout ce qui est l'ensemble des contraintes on a vu sur le ventricule gauche lors de sa contraction. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une pression intrathoracique qui est très élevée, donc ma fameuse pression transmurale, donc mon travail finalement qui va être amélioré, donc, et puis donc une diminution de la post-charge de mon ventricule gauche. Et on se rappelle que ces vaisseaux extrathoraciques ne subissent pas l'augmentation de la pression intrathoracique et donc il n'y a pas augmentation des résistances. Si on revient, ça c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes, hein. Mon patient, il est en ventilation spontanée, il a une pression intrathoracique négative, normale, entre 0 et -10, il a son travail de base. Très gros travail respiratoire, j'impacte clairement son ventricule gauche, j'ai ma pression transmurale, donc le travail que doit générer finalement ce ventricule gauche qui est carrément augmenté. À l'inverse, je lui mets cette pression positive, j'aide mon ventricule gauche. La vasodilatation, où je baisse un petit peu ma post-charge sur certains cœurs gauche défaillants, ça peut également aider par ce même effet. En pratique, vous avez ce patient-là, j'espère que ça marche, c'est cool. C'est un patient de 6 mois, il va pas très bien. Il prend pas très bien ses biberons et on le trouve très mal perfusé. Vous avez ces échographies-là, potentiellement, ça vous fait penser à quoi? Une myocardite. Alors tout à fait. Ça, c'est assez joli, hein, cet écho-là, où on voit que ça danse. En fait, il n'y a plus du tout le côté contraction. Ça tourne sur lui-même, mais il n'y a pas du tout l'effet contractilité. Donc, il n'y a pas de débit, quoi. Ok, donc la myocardite, et puis qu'est-ce que vous voulez faire pour Donc effectivement, c'est une myocardite, et puis qu'est-ce qu'on va faire pour cette myocardite? Là, il est aux urgences. Intubation très prudente. Bon ben, chorotrope, ECMO-TIM-PRET, intubation. Ben, vous avez tout juste. Effectivement, hein, évidemment, on fait par étapes sur des patients comme ça. Le temps qu'on fasse l'intubation avec la type ECMO au chevet, on peut toujours effectivement mettre, si les tensions sont encore OK, mettre un tout petit fond de milrinone, mettre une CPAP avant d'aller intuber. Donc l'intubation, qu'est-ce que ça va nous permettre finalement? Ça va nous permettre une amélioration de la fonction du ventricule gauche avec cette pression positive. On va voir les différents mécanismes. Donc je vais baisser quand même ma précharge. Finalement, je diminue mon retour veineux, donc je diminue l'œdème interstitiel. Ça, c'est pas négligeable. Comme dans tout état de choc, hein, ça c'est toujours important, hein, un état de choc, on raisonne en délivrance et en consommation. Ben, si je l'intube, je vais améliorer cette balance. J'améliore ma délivrance, des apports en oxygène, et puis j'améliore également l'apport en oxygène au niveau de ce myocarde, vu que j'améliore ma perfusion coronarienne, où je vais baisser ma pression télédiastolique du ventricule gauche, qui est la pression d'aval de la perfusion coronarienne, et probablement j'augmenterai également ma pression au niveau aortique. Donc j'améliore cette perfusion coronarienne. Et surtout, hein, je baisse ma VO2. On sait que ces patients cardiaques qui ont des gros travails respiratoires sur des POG élevés, ils consomment énormément d'oxygène par ce travail respiratoire. Donc, ils travaillent plus, j'ai pris le contrôle, je baisse ma consommation, j'augmente ma délivrance. Et donc ça permet une amélioration de la contraction du ventricule gauche.
Et comme on vient de le voir, le plus gros du bénéfice de l'intubation, c'est la diminution de post-charge de ce ventricule gauche quand on travaille très fort, hein, quand on est en OAP, quand on a des POG élevés. Les enfants, ils sont capables de faire du -40, -50, -60. Donc, ils impactent énormément ce pauvre ventricule gauche qui s'est déjecté, qui en plus, il est malade. Et en plus, on lui tire une balle dans le pied avec cette pression très négative. Donc déjà, on s'amende de ça en lui faisant une partie du travail. Une amélioration de l'interdépendance ventriculaire également, donc diminution de la compression du ventricule gauche par le ventricule droit lors d'une pression intrathoracique qui est très négative, par exemple sur l'OAP. Et puis juste garder en tête, cette ventilation mécanique sur une dysfonction du VG va améliorer le volume d'éjection, on vient de le dire. Essentiellement, il y a une dépendance sur la post-charge. Sur le cœur sain, il y a plutôt une diminution du volume d'éjection car ils sont plus dépendants de la précharge. Mais bref, ça c'est plus physiologique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la myocardite est clairement améliorée par l'intubation. Et tout le monde me dit attention, attention à l'intubation. Pourquoi on doit faire attention à l'intubation de cette myocardite? Qu'est-ce qui risque de se passer en fait? Qu'est-ce qu'on anticipe? Arrêt cardiaque. Exactement. Bon, ça, c'était une autre façon de le dire. Mis sous ventilation mécanique, le cœur normal peut avoir des effets délétères sur sur le côté précharge, sur le cœur défaillant. Effet bénéfique, œdème pulmonaire, redistribution du débit cardiaque et restauration surtout de cette fameuse balance VO2-DO2. Donc oui, c'est une intubation qui est très à risque. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une grosse myocardite, on a un tableau d'OAP, donc on est potentiellement pas mal hypoxique. Effet de la drogue d'intubation, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle risque de casser notre drive aminergique, hein. Vous avez vu, hein, le ventricule gauche, il fait tant bien que mal et il a plus du tout de volume d'éjection. Il tient tout juste parce qu'il est très tachycarde et dès qu'on va l'intuber, on va perdre ce drive, on va diminuer donc sa fréquence cardiaque et puis là, carrément, il y aura potentiellement plus de débit. Toujours chez les petits, on pense à la réaction vagale à l'introduction du laryngo. Donc, beaucoup d'anticipation de ces cœurs-là. Potentiellement de l'adrénaline à bord, ça a discuté parce que s'il tape à 200, ben, c'est un peu compliqué. La planche amassée, les drogues de réa de prête, la team ECMO de prête. Mais effectivement, adré, noradré un tout petit peu à bord pour juste passer le cap. C'est des choses qui peuvent être à réfléchir dans l'anticipation des choses, mais on est vraiment beaucoup plus à l'aise avec un chirurgien en salle. Donc si on se résume et fait de la ventilation mécanique sur ce cœur gauche, donc cette insuffisance cardiaque gauche, la pression positive, ça baisse la précharge, ça augmente la contractilité comme on vient de voir. Ça baisse cette post-charge par diminution de ce travail musculaire, améliore l'interdépendance du ventricule gauche. Donc un cœur gauche, lui, il aime plutôt cette pression positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'extubation d'un cœur gauche pathologique, donc ça baisse la précharge du ventricule droit. Vas-y, repose la question. Alors, sur la diapo précédente, ouais. Diminution de la pression précharge par sur le ventricule droit. Ok. Parce que effectivement, au niveau du cœur gauche, on a dit qu'il y avait un effet, il y a un effet chasse de sang, mais globalement, avec cette pression positive, ça baisse la précharge du ventricule droit.
Donc le message, c'est de se dire que mon cœur gauche, je suis contente, je l'aide avec ma pression positive. Donc dans votre tête, il faut vous dire que quand je l'extube, ce cœur gauche défaillant, même s'il va mieux, c'est comme si je lui enlevais l'adrénaline. Donc peut-être pas tout faire à la fois, hein, extuber plus arrêter l'adrénaline, il va peut-être pas aimer. Donc faites un peu dans l'ordre. Donc qu'est-ce qu'on peut anticiper sur ce patient où on est un peu inquiet sur un cœur gauche à l'extubation? Exactement, relais par pression positive, une petite CPAP, le temps de passer quelques heures. Parce que je vous dis, hein, moi je l'ai vu, un petit fond d'adré, c'est ça, peut-être extubé avec un fond d'adré. Après, il n'y a pas de règle, on fait un peu comme on veut. Si on est très très inquiet, garder un 0,03 d'adré, extuber, voir comment ça se passe, puis arrêter l'adré, c'est des choses que nous on fait. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est dommage, ma vidéo précédente n'a pas marché, mais un cœur gauche Optiflow efficace ou non, c'est toujours un peu, c'est sûr que ça marche moins bien qu'une CPAP. Après, très honnêtement, c'est toujours la même chose. Si le patient il devient fou avec son masque de CPAP et que on perd sur un enfant hyper agité qui consomme 10 fois plus d'oxygène parce qu'il se bat, ben, peut-être que s'il faut, on met juste un peu d'iFlow et puis on évalue. Donc après, on reste un peu pragmatique. Mais oui, c'est des choses aussi qu'on fait des relais par high flow. Parfois, ça suffit pas. Et puis, si ça suffit pas, ben, ça veut dire qu'il faut être plus efficace. On se remet sous Dexmed, mais on tolère pas l'agitation. En tout cas, c'est sûr que bien regarder vos patients cliniquement quand ils sont extubés quelques heures après. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où tout va bien, tout va bien. Parce que la gazo, elle est alignée, il n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène, mais en fait, il travaille énormément. Et donc, le travail respiratoire, il faut vous dire que ça impacte le travail de son ventricule gauche. Maintenant, on va regarder l'interdépendance des ventricules. Euh, donc, on sait que c'est une interaction en série, il y a un délai de transit entre le ventricule droit et le ventricule gauche qui est de 2-3 battements, 2-3 battements cardiaques. Ce délai peut être augmenté par l'hypovolémie, un VT important, une fréquence respiratoire élevée. En pratique, ce qui est intéressant, c'est le pouls paradoxal. Donc, c'est vraiment le cliché de l'interdépendance ventriculaire. Pourquoi ça interagit, en fait, ce ventricule droit et ce ventricule gauche? C'est parce qu'ils sont dans une poche de péricarde. Et cette poche de péricarde, elle est inextensible. C'est pour ça qu'il y a un moment, s'il y en a un qui est trop dilaté, il va aller comprimer son petit copain. En ventilation spontanée à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? On a dit je baisse ma pression de frein, j'augmente ma pression motrice, donc j'ai une amélioration de ma pression veineuse, donc j'ai plus de volume et de pression dans le ventricule droit, donc j'ai ce bombement du septum ventriculaire avec une compression du ventricule gauche qui est comme une diminution, hein, il y a des guillemets, hein, diminution de la compliance du ventricule gauche comme une dysfonction un peu diastolique. Et augmentation, comme on a dit, à l'inspiration de la post-charge du ventricule gauche, hein, une petite pression intrathoracique négative, donc comme dit, une dysfonction diastolique. Après, tout ça, c'est physiologique. Un pouls paradoxal, c'est physiologique. C'est une diminution inspiratoire de la pression artérielle. Donc l'inverse de ce qu'on a discuté tout à l'heure en ventilation mécanique. Diminution donc inspiratoire de la pression artérielle. Et puis, ça devient pathologique dans quelle situation? Tamponnade? Ouais, exactement. J'ai la tamponnade, j'ai l'asthme aigu grave, j'ai lorsque je fais trop de manœuvres de recrutement, épanchement péricardique, HTAP, etc. Et puis, on considère que ça devient pathologique lorsque ça a eu cette différence inspiratoire-expiratoire est de plus de 20 mm de mercure. Un autre exemple pratique, on en a déjà parlé, c'est l'HTAP. Mon ventricule droit, on va le stresser avec des résistances vasculaires pulmonaires qui vont augmenter de façon extrêmement brutalement. Mon ventricule droit, il va se mettre complètement à plat, hein. Je vous ai dit, il va essayer de lutter pas très très longtemps. Tac, il se met à plat et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller altérer donc ce ventricule gauche. Et ce ventricule gauche, lui, il va avoir quoi? Il aura plus de retour veineux,
parce que le ventricule droit, il est plus capable de pousser du sang. Donc, j'ai une diminution de mon retour veineux. Ensuite, j'ai mon ventricule droit qui le comprime. Et le troisième point, vous savez ce que c'est le troisième point? Qu'est-ce qui fait que les cœurs ils s'arrêtent sur les crises d'HTAP? Et souvent des troubles du rythme, des bradys. C'est- Ouais, exactement, c'est les problématiques au niveau des coronaires, hein. Mon ventricule droit, il est complètement bombé, dilaté, donc j'ai une PVD qui est hyper élevée. Si j'ai une PVD qui est très élevée, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une diminution de ma perfusion coronarienne. Je crois que je l'ai mis dans une slide d'après. Ça, c'était un autre exemple pratique. C'était un petit de 2 ans qui avait une... Pareil, hein, ça, c'est des cardiopathies spécifiques, Terre des Hommes, des enfants qui sont venus avec une détranspo très vieillie, évidemment, un switch qui avait été fait avec un VG qui était dépréparé, évidemment, qui était très dysfonctionnel. Je crois que celui-là, il avait été sorti sous ECMO. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé sur ce patient-là? On a là, ça, c'est la courbe de SAT en bleu. La POG, elle est en verte. Je sais pas si ça passe bien. Et nos 3 courbes de pression artérielle. Donc, il a des sécrétions pulmonaires ou tubes sur la carène. La saturation, elle chute profondément. Donc, l'hypoxie, on dit, hein, on se rappelle, la vasoconstriction hypoxique. Donc, j'augmente mes résistances vasculaires pulmonaires, probablement augmentation de la post-charge du ventricule droit, d'où compression de ce ventricule gauche par le ventricule droit. Donc, j'augmente ma POG. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est une diminution de ma pression artérielle. On va s'intéresser maintenant à l'inverse. Donc, l'effet du système cardiovasculaire peut également avoir un retentissement sur la ventilation. Donc, la dysfonction du ventricule gauche, ça va se traduire par cet œdème aigu du poumon avec cette déséquilibre VO2, DO2, une faiblesse des muscles respiratoires vu qu'ils n'ont pas assez d'oxygène, on est dyspnéique. Ça, c'est un peu l'exemple que je vous ai montré lors de un exemple de mise en ventilation spontanée sur une dysfonction du cœur gauche ou un test de sevrage. Donc, on a une altération des échanges gazeux. Et puis, comme on a dit, cette ventilation mécanique va permettre de baisser cette VO2, des muscles respiratoires et puis une amélioration de la DO2 par amélioration de la fonction du ventricule gauche. Ça, on l'a quand même pas mal abordé. Et puis, toujours, ça arrive hyper souvent. Le patient, il désature, il travaille plus en post-op de chirurgie cardiaque. On fait toujours les mêmes choses, hein. Est-ce que j'ai des problèmes simples de type DOP? DOP, c'est est-ce que mon tube est déplacé sur la carène? Ça, quand ils reviennent du bloc, c'est toujours ça qui arrive. Est-ce qu'il est obstrué parce que j'ai des sécrétions? Est-ce que j'ai un pneumothorax, un problème d'équipement? Est-ce que j'ai un abdomen qui est complètement distendu? S pour stomac. On fait le tour des étiologies respiratoires, évidemment, pneumonie, épanchement pleural, etc. Il faut toujours garder en tête les étiologies cardiaques. Est-ce que j'ai un problème de ventricule gauche qui dysfonctionne plus que attendu? Ça, c'est typiquement une mauvaise protection myocardique. On nous a rarement transmis qu'il y a une mauvaise protection myocardique. Il faut toujours y penser. Est-ce que j'ai un problème de lâchage de suture? Est-ce que j'ai un problème de post-charge élevé sur poussée d'HTA? Et puis ça serait plus nous avec des amines un peu trop élevées. On pense également aux shunts intracardiaques. Est-ce que on repense à cette lésion résiduelle, par exemple? Ça, c'était une petite fille de 2 ans, CAV complet, qui était hyper difficile à opérer. Elle était à l'étage et puis elle désature. Elle est très polypnique. Et puis finalement, à l'échographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle avait un épanchement péricardique très significatif. Même patiente, 3 semaines, quelques semaines plus tard, à nouveau tableau respiratoire. Et puis en fait, elle avait une énorme fuite sur sa valve AV gauche avec une lâchage de suture. Donc c'est toujours un peu le débat des étiologies. Pourquoi mon patient il est moins bien au niveau respiratoire? Le cardiologue dira c'est jamais cardiaque, mais il faut faire un point systématique et toujours évoquer ces problématiques cardiaques sous-jacentes.
Faut garder également en tête que l'insuffisance cardiaque chronique va se compliquer d'anomalies de la fonction respiratoire. On peut avoir des patients qui sont des tendances un peu plus obstructives, hein. C'est des patients, parfois, on a besoin de leur faire un peu de Ventolin, surtout dans cette période hivernale où pour peu qu'ils aient attrapé un virus avant de se faire opérer. Euh, Le champ gauche-droit, oui, typiquement, les CIV, nous, on les voit, les CIV vieillis, ben, il y a quand même une altération de ce parenchyme pulmonaire à force. Il faut penser également à la compression pulmonaire par ces très grosses cardiomégalies qui peuvent aller impacter le parenchyme pulmonaire, ou encore les reconstructions de l'arche aortique, où c'est les DKS qui sont des grosses structures, ça peut aller comprimer le parenchyme pulmonaire sous-jacent. Et là, c'est un exemple d'une compression d'une bronche touche gauche qui était complètement comprimée par une AP très dilatée. Et puis ça, le décubitus ventral sur ces patients-là est assez aidant. Donc, en conclusion, effet de la ventilation mécanique sur le cœur droit, pression positive, on a dit, qui augmente cette pression de frein et diminue donc la précharge, et on garde en tête donc ces résistances qui sont augmentées, comme on a vu, par augmentation des volumes pulmonaires, entre autres, et donc augmentation de la post-charge du ventricule droit. Donc, globalement, on n'aime pas vraiment de la pression positive sur des pathologies du cœur droit, à l'inverse du cœur gauche, euh, où cette pression positive nous aide sur ces différents aspects, comme on a vu. Je diminue la précharge du VD, j'améliore ma contractilité en rééquilibrant ma VO2, ma DO2, je baisse ma post-charge et j'améliore l'interdépendance. Et puis, on se rappelle que cette pression positive, c'est comme une amine pour le cœur gauche, donc ça nous aide et il faut faire attention quand on l'enlève. Voilà, je voulais également en profiter pour illustrer par quelques diapos les interactions cardio-pulmonaires lorsqu'on a des équilibrations QP-QS à faire. Peut-être avant, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie du cours? Ok, a priori plutôt pas. Donc là, c'est vraiment que des exemples un peu pratiques. Donc à partir de deux cas finalement qu'on avait eu. Diagnostic anténatal chez des petites jumelles de 33 semaines qui avaient deux hypos VD. À la naissance, donc saturation à 80 pour la jumelle numéro 1, fermeture du canal qui nécessite un Blalock de 3,5. Et puis là, c'est vous qui me dites quelles sont les complications attendues. Juste d'un Blalock, au-delà de l'histoire, hein, peut-être un peu. L'hyperdébit pulmonaire, tout à fait. Quoi d'autre? L'hypodébit pulmonaire. Hyperdébit pulmonaire. Ah, je tape. Le vol diastolique. Ouais. La thrombose, exactement. Les trois grandes complications, finalement. Alors, j'ai entendu HTAP aussi, vaut mieux dire hyperdébit pulmonaire plutôt que réactivité pulmonaire parce que c'est pas tout à fait la même chose. L'hyperdébit pulmonaire, l'hypodébit et puis la thrombose de ce Blalock. Donc le QPQS quand il est bien équilibré, donc on sait qu'on sort de attendez. Ouais, Peter, je donne un cours, je peux vous rappeler après? Ah, eh ben sinon tu peux appeler Serge s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Donc on parlait d'un QPQS équilibré, donc quand ça sort de l'aorte, le sang il va soit au niveau du côté pulmonaire, soit au niveau systémique. Et puis comment ça se traduit? Ça se traduit par une saturation à 86, des pressions artérielles moyennes qui sont OK. Et puis là, ce patient
présente ce scope. Vous en pensez quoi? Plutôt hyper débit, il sature trop bien. Exactement, il sature trop bien. Hyper débit pulmonaire probable. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? En général, ils sont pas mal monitorés, ces patients. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme information? Qu'il faut aller chercher dans d'autres choses. Le NIRS, très bien. Il sera comment ce NIRS? Ouais, les lactates qui va être augmenté, le NIRS qui va être bas. Ouais, le rein. Donc effectivement, hyperdébit pulmonaire. On peut avoir différents mécanismes, donc soit un problème de résistance vasculaire pulmonaire qui sera abaissé, soit par résistance vasculaire systémique qui sera augmentée. Les choses qu'on va ici, on va voir par résistance vasculaire pulmonaire diminuer. Donc on a trop de sang qui revient et pas assez de sang qui revient au niveau pulmonaire et un QS qui est trop bas. Ça va se traduire par quoi? Vous l'avez dit, donc une hypoperfusion cérébrale avec un IRS qui va baisser. Une surcharge au niveau du poumon, j'ai trop de sang qui revient, une trop belle saturation. Ça, c'est toujours un peu piégeant parce qu'au début, quand j'ai eu un hyperdébit pulmonaire, j'ai une trop belle saturation, mais à force, il y a un moment, cette surcharge pulmonaire va impacter le parenchyme pulmonaire et on pourra même être désaturé. Donc, faut quand même bien suivre ces patients, bien être à côté. Comme le sang, il va plus au niveau du poumon que au niveau systémique, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un vol diastolique coronarien, on peut avoir une cytolyse hépatique, on peut avoir des signes de NEC. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, hein. Si j'ai un mauvais QS, je peux avoir un hyperdébit pulmonaire, je peux avoir des signes de NEC. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, l'insuffisance rénale aiguë, ou en tout cas le patient qui devient oligurique. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait? Effectivement, cette surcharge, une entérocolite ulcéro-nécrosante, la NEC. C'est une lésion ischémique au niveau du tube digestif. Saturation plus de 90, la radio du thorax était surchargée. Ah oui, une autre chose qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est les diastoles qui vont être basses, hein. Ça, c'est vraiment, il faut avoir peur de ça parce que ça témoigne du vol diastolique. J'ai une augmentation du retour gauche. Avec ce ventricule gauche, à force, il va commencer à se dilater. Un IRS qui va être bas. On peut faire des Dopplers. Alors ça, c'est quand même intéressant de regarder les Dopplers cérébraux. Là, on avait une diastolie qui était effondrée. On fait également les Dopplers sur l'artère mésentérique, hein. Si la diastole, elle est également effondrée, on est assez inquiet sur cette NEC. L'oligurie, on en a parlé. À moyen terme, on aura l'insuffisance rénale aiguë et puis les lactates qu'on va voir assez rapidement. Et l'hyperkaliémie aussi qui peut nous renseigner. Donc nous, on n'a pas, on va dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il est toujours en hyper débit pulmonaire et puis il commence à sécréter forcément. Il est aspiré et puis il fait son arrêt. À votre avis, que s'est-il passé? Pourquoi ils font un arrêt? Sur les coronaires, ouais, mais plus particulièrement, un rapport avec les coronaires. Infarctus. Alors oui, mais le mot a été dit tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, pas de débit dans la coronaire droite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été aspiré, la FiO2 a probablement été augmentée plus, donc il y a eu encore plus d'hyperdébit pulmonaire. Et donc, un vol diastolique qui fait que là, il n'y a plus du tout de perfusion au niveau c'est ça, vol diastolique au niveau des coronaires. Et donc, à ce moment-là, on a l'arrêt cardiaque. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques sur les infirmières qui ont peut-être moins l'habitude. En tout cas, bien attention sur ces préoxygénations de patients à QPQS dépendants.
Donc, ouais, ça, c'était pour illustrer le propos. J'ai mon débit pulmonaire, débit systémique, et on se rappelle que le débit au niveau... donc j'ai également ma perfusion coronarienne. Donc, si tout part au niveau pulmonaire, j'en aurai pas assez au niveau de mes coronaires. Ça, c'est un patient, donc là, on va dire que c'est notre patient qui est toujours, on revient à la situation initiale, mon patient, il est bien stable, 86, avec les scopes que vous voyez. Et puis, on a vraiment touché à rien. La FiO2, elle est toute pareille, le patient n'a augmenté aucune drogue, rien du tout. À votre avis, il est en train de se passer quoi? Ça, c'est autant l'arrêt cardiaque sur respiration, c'est pas survenu. Autant, alors, réveil. Ok, donc réveil. Et puis ça a quoi comme conséquence le réveil? Hyperventilation. Exactement, hein, ce patient-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est on avait bien pris le contrôle. Ventilation 4000 kilos, un volume minute, alors qui est faible, mais c'est a priori ce qui lui convenait. Et puis ce qui s'est passé, c'est il a commencé à récupérer un drive propre, et là il a commencé à hyperventiler. Et ce qui s'est passé, c'est que comme il a hyperventilé, il a baissé ses résistances vasculaires pulmonaires, donc hyperdébit, donc saturation plus importante, et donc hypoperfusion systémique. Ça, je vous montre cet exemple parce que vraiment, ce patient, les personnes ont compris ce qui se passait et c'était juste en fait la récupération de son drive propre. On n'avait rien modifié et puis c'est là-dessus qui s'est plancé. Donc c'est des patients, il faut toujours être autour. Donc, pardon, vas-y, renvoie. Renaud, tu peux remettre ta question? Donc, on met en acidose respiratoire. Pas forcément, on met ce dont il a besoin. Mais je vais vous mettre une diapo après. Parfois, on est obligé d'être un petit peu plus agressif enfin pas agressif justement, mais être tolérant sur un 7,3 de pH, un 6,5,7 de CO2, si c'est ça qui nous aide pour avoir le bon équilibre. Là, spontanément, ce patient, en passant à 0,7, son CO2, il a dû passer de 6 à 4, et puis ça lui convenait pas. Donc, un message un peu truqué astuce, c'est évidemment, ces patients-là, on est toujours un peu à tourner autour dans la chambre, mais une des choses qu'il faut connaître, au-delà de son volume courant, on se dit, ok, je fais tout bien comme il faut, c'est aussi son volume minute. C'est ça qui va également nous aider. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Modification de la ventilation minute qui est passée de 0,4 à 0,7 litres par minute sur un patient qui se réveille. Il récupère son drive, donc j'augmente mon volume minute. Alcalose respiratoire, j'ai baissé mes résistances vasculaires pulmonaires, hyperdébit par diminution des résistances vasculaires pulmonaires et augmentation de la SAT. Que faire? Bon, ben, je vous l'ai mis. Là, on a repris le contrôle avec de l'antalgie sédation. On a augmenté également la sédation basale. Je vous laisse quand même, je vous rends quand même attentif sur le fait que la sédation, l'antalgie sédation dans ces périodes néonatales, ça s'accumule énormément. Et si on commence à partir avec un midazolam à 0,3 mg/kg en période néonatale où il plante complètement ses résistances vasculaires pulmonaires, on va complètement le déséquilibrer aussi. Donc c'est vraiment des patients, on doit faire tous des changements tout petits et utiliser les choses les quantités les moins importantes possibles. Ça vaut pour l'antalgie, la sédation, ça vaut pour la milrinone. Tout ce qui impacte les résistances vasculaires systémiques peuvent vous faire complètement planter votre patient. Mais on peut le réveiller si tu veux. Vas-y, remets. Joseph, est-ce que tu peux remettre ta question? Si on veut le réveiller. Après, ça dépend des patients, hein. Bien sûr, il y a un moment, il va falloir les réveiller. Mais si ça marche pas, ça veut peut-être dire que
Blalock, il est trop généreux par rapport à la taille. Si on n'arrive pas à le maintenir en ventilation spontanée, c'est qu'il y a aussi un autre problème. Ou peut-être qu'on peut garder un drive respiratoire, mais en l'ayant un peu plus profond. Là, il respirait à 70 par minute. On peut très bien avoir un drive respiratoire. D'ailleurs, je pense il triguait, hein. Tu vois, là, il trigue sur cette... Donc, c'est OK, hein. C'est pas forcément le contrôle, c'est plus le côté éviter la polypnée et éviter la ventilation mécanique. Là, pardon, le volume minute qui est augmenté. Et ça nous est déjà arrivé, parce que normalement, il y a un moment, on les extube, hein, ces patients. Extubation sédatée. Soit, si on n'arrive pas à l'avoir en ventilation spontanée, avec un bon équilibre QPQS, il faut se poser la question de la taille du Blalock. Est-ce qu'il n'est pas juste en train d'hyper-débiter et toi, tu as beau faire toutes tes techniques de la Terre, ça marche pas parce que c'est anatomique, c'est un débit qui est trop important. Après, tu peux extuber avec un petit fond d'Exmed, mais il faut quand même qu'il y ait un drive respiratoire propre parce que c'est petit en plus, ils font vite des apnées. Quelques heures plus tard, l'infirmière, je regarde juste l'heure, 24, vous appelle au vu de ces données. Que pouvez-vous, vous en pensez quoi et que pouvez-vous regarder au lit du patient qui peut vous aider pour voir le retentissement? À votre avis, que se passe-t-il? La diastole est un peu basse, ouais. Soit haute, ouais. Donc la saturation elle est trop belle. Donc un hyperdébit pulmonaire, a priori, ouais. Et ça serait quoi le mécanisme? Tout à l'heure, c'était un problème de résistance vasculaire pulmonaire qui était trop basse, que le patient a baissé parce qu'il a augmenté son volume minute. Est-ce que c'est un problème de volémie? C'est rare que la volémie t'augmente comme ça tes pressions artérielles moyennes avec culot. En fait, là, donc les autres éléments, on regarde, ouais, les réponses sont justes. Ouais, c'est sûr, en fait, une augmentation des résistances vasculaires systémiques. On regarde la douleur, voilà, potentiellement ça peut être la douleur. On regarde toujours la même chose. Quel est le retentissement sur mon débit systémique? Débit pulmonaire, on le voit assez vite. Débit systémique, mon IRS qui est effondré, mon lactate qui est à 5,6. Quel est comme on a vu, quelle est ma saturation? Quel est au niveau cérébral? Quel est le retentissement au niveau mésentérique? Quel est mon lactate? Quelle est ma diurèse? Tout ça, c'est les conséquences. Et puis, toutes les conséquences, là, nous montrent qu'en fait, j'ai un débit systémique qui est trop bas. Donc, on voit l'hyperdébit pulmonaire. Là, maintenant, on avait vu le premier cas de figure, un problème de résistance vasculaire pulmonaire trop basse. Là, c'est l'inverse. J'ai pas, là, je suis tout bien au niveau pulme. Là, j'ai un problème au niveau systémique. J'ai une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Et ça, c'est plus piégeant. Parce que dans la tête, c'est faux, mais dans la tête, les gens ils disent ah, j'ai une bonne tension, j'ai un bon débit. Pas du tout, hein. On se rappelle de cette formule, le delta P, les pressions, c'est quoi? C'est débit par résistance. Donc ici, j'ai pas un bon débit du tout, j'ai 5,6 de lactate, mais j'ai des résistances qui sont très élevées. Donc attention. Puis on le voit bien, hein, cette dépendance, j'augmente ma résistance vasculaire systémique, le sang il va aller où? Il va plus aller là, c'est trop difficile, donc il va là où c'est facile. Et on le voit, dès qu'on augmente notre pression artérielle, on augmente nos saturations. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La même chose, vol diastolique coronarien également, cette systolique, sénèque, cette insuffisance rénale aiguë, l'anurie. Donc, quand on a un hyperdébit pulmonaire, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai un problème de résistance vasculaire pulmonaire? On l'a dit. Est-ce que j'ai un problème d'FiO2? Typiquement, le classique, je fais une aspiration, j'ai augmenté la FiO2, je ne l'ai pas baissé. Donc, j'ai une FiO2 élevée et je fais hyperdébiter mon patient. Qu'est-ce qui joue sur les résistances vasculaires pulmonaires? C'est le pH, le CO2. Alors, on décorrèle
le pH du CO2, c'est pas que l'acide, que le CO2 qui va jouer sur les résistances. Le pH en lui-même intervient. Donc, parfois, sur ces patients-là, on s'autorise à mettre des bicarbonates. Donc, on fait le tour. Est-ce que c'est récupération d'un drive pathologique? Est-ce que l'antalgie-sédation est inadaptée? Est-ce que... alors, il y a l'hématocrite aussi. C'est tout le monde c'est pas si clair que ça dans la littérature. À Necker, on faisait ça beaucoup quand on voulait faire augmenter nos résistances vasculaires pulmonaires, on augmentait les hématocrites. Bon, ça se discute. Ensuite se pose la question, est-ce que j'ai un problème de résistance vasculaire systémique? C'est-à-dire que je les ai augmentés. Donc, par quoi? Parce que j'ai douleur, agitation, parce que j'ai des amines qui sont trop importantes. Et puis ça, c'est hyper piégeant. C'est exactement comme la récupération d'un drive propre, c'est la température. Attention, c'est des choses, si vous faites pas, oh non, on s'est déjà fait avoir plusieurs fois, euh, le réglage de la température, ça peut beaucoup nous aider sur justement ces résistances vasculaires systémiques, mais il faut être très au fait, faut le monitorer de très près, et puis juste si on est un tout petit peu trop froid, ben, finalement on a augmenté nos résistances vasculaires systémiques et on a complètement débalancé notre QPQS. Donc très attention à ça, et enfin évidemment, comme j'en parlais tout à l'heure, parfois vous avez beau faire tout bien comme il faut, au niveau pulmonaire, au niveau systémique, ça ne marche pas, vous avez toujours cet hyperdébit, et c'est un problème de taille de Blalock. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ça, on en a déjà un peu parlé. Je peux accepter un certain niveau d'acidose respiratoire modérée. Est-ce que parfois, pour passer le cap, je prends le contrôle avec la ventilation mécanique en intensifiant un petit peu plus l'antalgie, la sédation? La curarisation, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Avoir un objectif de volume minute qui convient au mieux, FiO2 la plus basse possible, très attention aux aspirations. Et puis, cet hématocrite, on en a parlé un peu, ajouter un peu d'espace mort si besoin. Sur les résistances vasculaires systémiques, ben voilà, on essaie de comprendre. Alors, si un problème d'antalgie, sédation, on réajuste. Est-ce que s'il est un peu hypertendu, est-ce qu'on augmente un tout petit peu notre milrinone? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter du nitroprussiate? Et puis, la température, hein, faire baisser, augmenter la température de 0,5. Parfois, ça ouvre tout juste ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'être sous criticool, c'est des choses qui sont super importantes chez ces patients-là. Évidemment, quand on a l'hyperdébit, il faut également traiter la surcharge. Et le Blalock, ben, parfois, on est obligé d'aller clipper, enfin, nous non, mais les chirurgiens de clipper Blalock. Après, quand on commence à rentrer dans des histoires de je clippe le Blalock, c'est qu'on est sur le mauvais chemin, parce que souvent ça se bouche et machin, il faut y retourner, on met un autre Blalock, etc. Mais c'est des choses parfois pour passer des caps qui peuvent nous aider. Ça, c'était la deuxième jumelle qui avait un VD qui était un peu moins hypoplasique. Donc, il y a eu tentative de fermeture du canal artériel chirurgical, initialement bien toléré. Puis ensuite, elle a mis son VD était complètement sous tension, hein. Il était quand même là, son VD, même s'il était hypoplasique, mais moins. Donc, complètement sous tension, ce VD à H5. À votre avis, vous en pensez quoi du... mes modifications. Donc, vous pensez quoi du débit cardiaque de cette patiente? Ah, j'ai pas vu le commentaire. Trouble du rythme, ouais. Alors, qu'est-ce que... Et en termes de débit, problème coronarien, trouble du rythme. Alors, le débit, on n'est pas bon, hein. On voit 134 de fréquence cardiaque. Est-ce que c'est vraiment 134? Non, en fait, en termes de débit probablement efficace, c'est plutôt, on doit éjecter avec un volume d'éjection satisfaisant aux alentours de 88. En fait, tout ça, c'est pour reparler un peu de la perfusion coronarienne. Donc, la réponse est oui. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, la perfusion coronarienne gauche, pour avoir une bonne perfusion, c'est toujours la même chose, c'est un gradient de pression. Il faut avoir une pression plus élevée au niveau aortique lors de la diastole, moins la pression dans le ventricule gauche. Donc c'est une perfusion, un gradient
de pression. Et c'est une perfusion qui se fait lors de la diastole, à l'inverse du ventricule droit. Le ventricule droit, c'est une perfusion qui est systolo-diastolique. Là, on voit le ventricule gauche qui pousse très très fort. On a vu, il doit donner du sang à tout l'organisme. Le ventricule droit, lui, il est relax, il bosse moyen et il doit éjecter que dans le système pulmonaire, dans la circulation pulmonaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? On regarde la perfusion, ça c'est la perfusion, la pression aortique, le débit sanguin au niveau de la coronaire gauche et de la coronaire droite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La coronaire gauche, elle a aucune perfusion pendant la systole. Pourquoi? Parce que l'effort demandé, enfin effectué par le ventricule gauche, ça va squeezer complètement les coronaires, donc aucune possibilité en fait qu'il y ait du sang qui rentre dedans. C'est au moment de la relaxation, le muscle se relâche. À ce moment-là, la coronaire peut se remplir. À l'inverse du ventricule droit, lui, il se contracte, mais pas aussi fort que le ventricule gauche, donc il y a quand même de la place pour que la perfusion coronarienne ait lieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé chez notre patient? PVD qui était hyper élevé, ce VD s'est mis complètement à plat. Donc PVD complètement à plat, donc très augmenté. Et en plus, ma pression aortique a été très basse parce que vu que la PVD est très augmentée, ça va comprimer mon ventricule gauche, donc j'ai plus de pression aortique adéquate. Donc là, ça marche plus, hein. J'ai plus de perfusion coronarienne. Donc effectivement, hypoperfusion coronaire, ischémie et puis trouble du rythme. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû le reprendre au bloc opératoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaugmenté le temps d'aller adresser ce problème chirurgicalement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a artificiellement, enfin, on a augmenté notre pression artérielle diastolique, peu importe les moyens, azopressine ou noradré. Et ça nous a permis de normaliser notre ECG et de récupérer une perfusion de ce myocarde satisfaisante pour aller jusqu'au bloc opératoire. Évidemment, c'est pas une solution pérenne vu que le problème était cette PVD qui était beaucoup trop élevée et puis qu'il fallait réadresser le problème chirurgicalement. Mais le fait de maintenir une pression artérielle diastolique plus importante permettait d'avoir un gradient de pression qui se remettait dans le bon sens et donc une perfusion coronarienne juste avec disparition des troubles du rythme. Ensuite, donc cette petite jumelle est partie au bloc. Ils ont fait un patch fenestré sur cette valve tricuspide, donc pour décharger le VD, ils ont élargi la CIA. Finalement, ils ont mis un Blalock de shunt de type 3. Et à l'ETO, effectivement, on a une dysfonction du VG. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez le scope? Saturation trop basse, ouais. Donc, un hypodébit pulmonaire, ouais. En fait, c'est un peu dans la question, le NIRS. Donc, effectivement, on avait un NIRS effondré, une hyper clarté. Là, à la radio, hein, ça, on voit bien hein, qu'il y avait une perfusion qui était moins bonne. On a eu des lactates également très importants. Et puis, la dysfonction du VG. Et en fait, est-ce que je le mets après? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un hypodébit pulmonaire effectivement sur un Blalock qui était trop petit déjà. On avait des résistances vasculaires pulmonaires post-cap sur la dysfonction du VG qui aidait pas à la perfusion au débit systémique. Et en plus, on avait cette surcharge vu qu'il y avait eu un hyperdébit initial. Et l'autre chose aussi, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là, et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut toujours se dire quand j'ai un problème de débit pulmonaire et de débit systémique, en fait, la pompe aussi, c'est le problème, est dysfonctionnelle. Donc pour résumer, donc les étiologies, ouais.
D'un point de vue étiologique, donc quand j'ai un hypodébit pulmonaire, on se repose les mêmes questions. Est-ce que c'est mes résistances vasculaires qui sont trop élevées? Donc, classique, antalgie, sédation, la température, la surcharge, le côté inflammatoire. Résistance vasculaire pulmonaire secondaire à un problème pulmonaire. Ou sur du post-capillaire, ça on l'oublie un peu, hein, si j'ai un problème de cœur gauche, donc je vais avoir une dysfonction de pompe en elle-même qui va m'empêcher d'avoir un bon débit, mais en plus qui va augmenter mes résistances vasculaires pulmonaires. Ensuite, on se pose la question de nos résistances vasculaires systémiques qui vont être euh, diminuer potentiellement pour expliquer pourquoi j'ai cette hypodébie pulmonaire. Donc j'ai tout le sang qui va plus au niveau systémique et pas assez au niveau pulmonaire. C'est l'inverse de ce qu'on a dit. Une hyperthermie, une vasodilatation trop importante. Il suffit que mon patient soit en insuffisance rénale aiguë, il a reçu trop de milrinone, il est trop vasodilaté. La problématique de Blalock, hein, est-ce que j'ai un Blalock bouché? Et puis bien dire, ok, si j'ai un problème des deux côtés, peut-être que c'est ma pompe cardiaque qui dysfonctionne et je dois l'aider. Alors, ça, on en a parlé. Et puis là, effectivement, sur ce cas-là, on a une saturation à 64, des tensions là qui sont très basses. Donc, on a une résistance, ça peut être deux choses, des résistances vasculaires systémiques qui sont trop basses, donc tout fuite finalement au niveau systémique, on en a pas mal parlé, ou à l'inverse, j'ai un patient qui a une dysfonction de pompe et puis il est plus capable de générer de débit ni dans un sens ni dans un autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On refait le tour du patient. Est-ce que mon patient, il est chaud ou pas? Est-ce que j'ai des signes d'OAP, d'hépatomégalie? Évidemment, on va toujours regarder la fonction. Est-ce que j'ai un problème de fuite sur ma valve AV? Si je suis très vasoplégique, on va traiter par vasoconstriction, par différents moyens potentiels. Si j'ai une dysfonction du VG, va se poser la question, est-ce que je dois pas mettre un petit peu d'adrénaline? Là, on va dire que c'est en pratique un autre patient, mais vous en pensez quoi? Qui est survenu un petit peu brutalement. Thrombose du Blalock, exactement, hein. On voit qu'on a une saturation qui est très basse, hein, 48, 32 de saturation, surtout surtout le côté un peu brutal. Alors parfois c'est on-off et puis parfois c'est quand même sur un train sur plusieurs minutes. Après, si vous mettez de l'oxygène et que ça remonte absolument pas et que vous décollez pas des 40-45, il faut vraiment se poser la question d'une thrombose de Blalock. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Héparine embolus, ouais, tout à fait. On appelle le chirurgien. On peut faire pas mal de trucs, nous, mais en gros, ça sera essentiellement le chirurgien qui va nous aider. Déjà, la première chose en pratique, c'est on cherche un souffle. Est-ce que j'ai un souffle ou pas? Bah, si j'ai un souffle, peut-être que le tube il est bouché et puis j'ai un pneumothorax et voilà. Donc ça implique de savoir déjà où est le souffle de base pour tout de suite quand le Blalock on a un doute sur une thrombose, on recherche l'absence de souffle. J'appelle le chirurgien, c'est lui qui va sauver hein, le patient. Nous, on peut juste faire du traitement de support. Donc, un bolus d'héparine, un bolus de remplissage. On peut faire plein de mesures pour baisser ses résistances vasculaires pulmonaires, du BIC, jouer sur notre pH, la capnie, le NO. Le temps de passer un cap, on peut augmenter les résistances vasculaires systémiques par des bolus de phényléphrine remplissage, on l'a dit. Et puis, évidemment, en préventif, il faut faire juste attention sur ces patients-là. Faut pas non plus être trop restreint. Nous, on est très agressif sur la restriction de nos patients. Et puis, parfois, quand on a des Blalock, c'est des choses qui peuvent être pas tout à fait judicieux. Donc le traitement quand on a un problème d'hypodébit pulmonaire, bah, c'est finalement toujours un peu la même chose. Je joue sur mes résistances vasculaires pulmonaires si elles sont trop élevées.
En précapillaire, ben, j'améliore mon antalgie, la température, je baisse potentiellement l'hématocrit. On adresse les problèmes pulmonaires, on adresse le problème de cœur gauche si c'est sur du post-capillaire. Si c'est parce que j'ai des résistances vasculaires systémiques trop basses, ben, on va essayer de les augmenter un peu. On regarde si j'ai un problème de pompe. Et puis évidemment, si j'ai cette thrombose, on appelle le chirurgien. Donc voilà, c'était la fin c'était vraiment le cas un peu plus pratique avec cet exemple de QPQS. Donc c'est la fin de mon cours. Je voulais voir si vous aviez des questions pour moi. C'est quand même pas très agréable. Tout est bon pour vous? Tout est clair et fluide? Ouais, Christophe? Très clair, merci beaucoup. Ah, super, c'est des félicitations, génial. Bon, parfait. Donc voilà, ben, c'est un cours qui est super intéressant. J'ai essayé de faire pas mal de cas un peu pratiques pour pas que ça soit trop théorique et trop pénible, etc. Puis comme ça, pour le coup, les slides de la fin, je trouve ça toujours intéressant quand on a un, une problématique de Blalock, une problématique de QPQS, un Norwood, comme ça, on est sûr d'être vraiment très très systématique. Et puis les grands pièges, c'est toujours des histoires qui nous passent un peu sous l'œil, sous le scope. C'est genre la température, le patient qui récupère son drive propre, des choses finalement, on a beau tout suivre, ben ça parfois ça passe un peu à la trappe. Renaud, c'est Renaud Desil? Renaud Desil, voilà, je m'en doutais. Bon, ben bonne continuation et puis on finit même un petit peu en avance. Bonne journée, Yes des îles. Alors, tac. Bon, merci. Merci Quelqu'un Mirella, désolée pour le bug du début, mais écoute, au final, ça a non. joué. Tout va bien. J'ai eu de la participation, donc ça va. Ah oui, 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 j'ai vu. C'était super, comme d'habitude. Bon, Un ben des bonne un continuation. des cours les mieux cotés du Quoi?